C'est un réel plaisir de vous présenter ces magazines qui vous éclairent, qui vous encouragent, qui vous animent à redoubler vos efforts afin d'atteindre vos objectifs nobles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous un élite intellectuelle que nous allons découvrir ensemble avec vous. À qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Merci. De nombreux téléspectateurs laissent la place à l'invité de se présenter. Comment vous appelez, votre vie de famille, votre parcours scolaire et académique. Merci madame de me recevoir dans cette émission. Je m'appelle professeur Jean-Claude Batebois Adikei. Je suis bien évidemment professeur. Je suis avocat. Je suis également expert de l'État congolais en matière de l'environnement. J'apporte ma petite contribution dans les domaines qui est le mien, à savoir la protection de l'environnement. En effet, je suis chercheur, s'agissant de mon parcours naturellement, diplômé de l'Université de Kinshasa, où j'ai eu mon parcours académique, des graduats en thèse, où j'ai obtenu ma thèse avec la mention la plus élevée, soit la plus grande distinction. Je fais ma thèse sur le droit de l'environnement et le droit foncier des communautés locales. Vous savez, ce domaine-là, c'est un domaine où il y a trop de problèmes. Il y a la superposition des droits du sol, qui superpose avec le droit du sous-sol. C'est-à-dire, pour passer au sous-sol, il faut accéder au sol. Or, le sol est un droit autonome. Donc, on n'explique pas que celui qui veut exploiter les mines passe par le sol et trouve quelqu'un qui a construit sur le sol. Et du coup, il y a beaucoup trop de conflits. Et même alors, les activités qui sont exercées sur le sol ont un impact sur l'environnement. Et pourtant, la protection de l'environnement est un droit fondamental. En même temps, l'accès au sol est un droit fondamental. Et du coup, il se pose un problème du mariage, du couplage entre la protection de l'environnement et les activités qui sont exercées sur le sol conformément au droit constitutionnel. Les vrais problèmes qu'il faut résoudre. Je vous rappelle qu'il y a sous peu, très exactement le 21 juillet, le 21 juillet de l'année en cours, nous avons célébré les cinquantenaires de la loi qui réglemente, qui régit les sols, qui date du 21 juillet 1973, bien qu'ayant connu des petites modifications vers les années 80. Mais cette loi reste d'application. Pourtant, plus de 50 ans après, cette loi nous paraît dépassée. Donc le principe qu'elle consacre nous paraît très dépassé. Il faut les réactualiser, il faut les adapter, notamment parmi les principes de l'étatisation du sol, c'est-à-dire le principe qui a rendu l'État propriétaire du sol et du sous-sol. Entre-temps, le principe veut que les terres soient réglées conformément au droit écrit, mais en même temps, il faut reconnaître que les droits coutumiers jouent un rôle essentiel en cette matière. Et pourtant, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, les principes du droit foncier coutumier, les principes du droit foncier écrit, entrent en contradiction. Donc il y a une forme de contraste entre ce que prennent les droits fonciers coutumiers, qui veut que la terre appartienne, que la terre appartienne aux communautés, aux clans, aux tribus. Pourtant, le droit écrit veut que la terre appartienne à l'État. Vous voyez un peu, il y a en fait des principes aux antipodes, le principe des règles juridiques aux antipodes. Cette forme de droit qui pose sûrement des problèmes, parce que si l'État veut prendre, la coutume vous dit non, la terre ne vous appartient pas, la terre m'appartient. Et du coup, il y a suffisamment de problèmes. Le droit écrit lui-même voulait résoudre ce problème. Les années 73, à la suite de l'ordonnance de 1966, qu'on a appelée à tort la loi Bakajika, parce qu'en réalité, la loi Bakajika n'existait pas. J'enseigne, je dis à mes étudiants que la loi Bakajika, c'était plutôt une ordonnance.
Le projet de loi a été porté par le député Bakajika. Et finalement, la loi a été débattue au Parlement, mais Mobutu, dans son intelligence finesse, dans sa tricherie, il a préféré le projet de loi qui lui a été transmis. Professeur, on va arriver. On y va mollo mollo. Oui, qu'est-ce qui vous a motivé? C'est une orientation ou bien c'était votre volonté de faire ce que vous faites aujourd'hui? Non, ce que je fais aujourd'hui, ce qui m'a motivé, c'est de la passion d'abord que j'avais pour l'enseignement, mais aussi le domaine qui est le mien, c'est lorsque j'observe, aujourd'hui ce sont des thématiques qui sont d'actualité, la déréglementation climatique. Vous voyez, il y a quelque peu de temps, quand vous allez au village, les rivières, il y avait des poissons, il y avait des arbres, il y avait des plantes. Aujourd'hui, quand je fais des voyages, je me rends compte que là où j'avais trouvé des plantes, des arbres, il n'y en a plus. Et là où j'ai mangé les poissons, il n'y en a plus. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte qu'effectivement, c'est l'activité de l'homme. L'homme devient agressif. L'homme agresse sa propre nature. Et toutes ces questions-là m'ont tellement poussé à réfléchir très loin. Et du coup, dans le cadre de mes recherches, ils ont fait l'objet de mon attention. Parlez-nous maintenant, comment étaient vos débuts quand vous avez commencé, depuis vous avez fini l'université jusqu'à aujourd'hui? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Ah, mais le début est toujours difficile. Hein? Le début, dans toute carrière, dans tout processus, n'est pas toujours facile. Mais le plus important, c'était la détermination qu'on avait à pouvoir atteindre l'objectif. Aujourd'hui, on y est. Qui est votre modèle? Le modèle, je prends pour modèle le professeur Bakandeja et le professeur Kangolumba. Okay. J'ai beaucoup d'estime pour ce genre, beaucoup de considération. C'est vraiment... Malheureusement, je profite. Ce pays, on n'a pas la politique de promouvoir l'élite. C'est des gens qui sont extraordinaires. Je pense que dans des pays dénormaux, c'est des gens qui devaient être... c'est pas honorés de leur vivant. Mais malheureusement, notre pays est ce qu'il est. Dites-nous successivement le poste que vous occupez dans votre carrière. Quel est le poste qui vous a plus marqué? Pas les postes, peut-être... le travail. La carrière, carrière. Hein, qui m'a plus marqué ma vie, c'est la carrière scientifique, la carrière d'enseignant. Okay. C'est de la passion. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup réfléchir. Quand je suis dans l'enseignement, je suis très à l'aise. Mais bon, toutes sont des carrières finalement. Parlez-nous, comment vous avez commencé pour être enseignant? Non, mais le principe, hein, c'est question de principe. La loi posait des principes. Vous êtes universitaire comme moi, et vous savez, la carrière d'enseignant commence par, tout le moins pour nous autres, hein, par être scientifique, c'est-à-dire assistant. Donc le principe, c'est celui qui a fait une distinction, au moins une distinction en année terminale, qui peut être scientifique, c'est-à-dire c'est celui-là qui a des prédispositions intellectuelles, si vous voulez bien la tautologie, les prédisposant à une carrière scientifique. C'est ainsi qu'on recrute parmi ces jeunes licenciés-là, ceux qui sont supposés être plus intelligents que les autres. Et cette intelligence est présumée par la mention de distinction, c'est-à-dire avoir fait plus de pourcentage par rapport aux autres. Et puis, bon, je suis à l'échelle de travaux. Et après, je fais ma maîtrise et puis ma thèse. Voilà. Et quand vous avez fini, vous avez fait votre thèse, vous êtes directement devenu professeur, vous avez commencé quelque part. Il y a eu des gens qui vous ont orienté, vous avez eu des modèles qui vous ont guidé par rapport à devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Non, déjà le fait que j'étais assistant, c'est-à-dire j'étais déjà quelque part, parce qu'en fait, professeur, c'est comme une promotion, ce qui fait que j'avais déjà commencé la carrière. Mais une fois de plus, je dois sincèrement l'avouer, le professeur Bakandeja m'a beaucoup inspiré. Je les salue en passant, le professeur Vincent Kangolumba. C'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup inspiré dans ma carrière. Et puis, je passe tout le reste de ma vie à lire leurs ouvrages. J'ai pratiquement tous les ouvrages de ces deux professeurs-là qui m'inspirent beaucoup dans mon intelligence, dans mes écrits.
Maintenant, vous êtes professeur d'université, ce statut fait de vous un homme de sciences avéré. Comment jugez-vous le niveau de l'enseignement universitaire de la RDC les 10 dernières années? Ouf, ce qui est vrai, c'est qu'il faut le dire, hein, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret de polichinelle. L'enseignement a sensiblement baissé. Aujourd'hui, vous avez en licence, vous pouvez vous imaginer en licence. Bon, licence, quand je parle de licence, je vois l'ancien système parce qu'il y a eu des réformes. Aujourd'hui, on parle de LMD, mais je parle de la licence, c'est-à-dire l'année terminale. Et un étudiant qui ne sait pas rédiger, ne serait-ce qu'une seule page de dissertation, c'est compliqué. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Les conditions sociales de l'enseignant, les conditions de l'étudiant. C'est un peu compliqué dans le pays qui est le nôtre. Hein. Et du coup, ça répercute sur la qualité de l'enseignement. Mais l'enseignant fait son travail. L'enseignant, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui est actuel, actualisé, et qui fait des recherches de manière permanente et continue, et qui apporte aux enfants la nourriture qu'il faut pour leur croissance, c'est-à-dire pour leur intelligence. Quel mécanisme mettez-vous en place pour rehausser les niveaux des étudiants et améliorer les conditions de professeurs, corps académique? Mais dans votre question, il y a déjà une réponse. Il y a déjà une réponse. Et quand vous parlez de l'amélioration des conditions des professeurs, des corps académiques, c'est déjà une réponse à votre question. Madame, partout ailleurs, hein, un professeur ne peut pas envier un autre corps. Hein. Partout ailleurs dans le monde, nous voyageons quand même. Mais ici, c'est le contraire. Les professeurs touchent pratiquement ce que touche un gardien du chef de l'État. Ça n'a pas de sens. C'est l'inversion de la courbe. C'est l'inversion de valeurs. Tout donne l'impression que nous n'accordons pas une attention soutenue à l'enseignement. Or, on ne peut pas avoir, le pays ne peut pas avancer sans intellectuels. Ce sont des intellectuels qui conçoivent les modèles de développement d'un pays. Lorsqu'on ne met pas assez... Voyez, pour voir l'importance même que l'on accorde à l'enseignement, il faut lire les budgets, il faut voir les budgets. Quelle est la part qui est réservée à l'enseignement? Voyez? Et quand vous allez voir les budgets, il y a à peine un petit pourcentage. Alors, donc, il faut commencer par améliorer les conditions de l'enseignant. Qu'est-ce qui manque pour améliorer ces conditions? Bon, c'est l'amélioration des conditions sociales et économiques de l'enseignant, c'est une question de volonté politique. C'est tout ce qui manque. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des enseignants qui meurent dans l'anonymat. Quand un musicien meurt, on célèbre, il y a le gouvernement qui met la main pour honorer les musiciens. Mais quand un scientifique, un professeur, qui a passé plus de 30 ans de toute sa vie ici-bas pour obtenir une thèse de doctorat, meurt, on l'enterre comme une mouche. On l'enterre comme une mouche. Il n'y a pas de sécurité sociale. L'enseignant n'a pas de sécurité sociale. On n'a rien, on vit comme ça, comme des petits animaux. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça dans une plénière, bien dire que nos conditions que nous vivons, c'est très difficile, on doit améliorer ces conditions. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? Non, la question a été plusieurs fois abordée. Nous avons tout récemment, je crois l'année passée, il y a eu des accords qu'on appelle les accords de Bibois. Les questions ont été abordées pour l'amélioration. Les promesses ont été faites. Bon, nous attendons. Les véhicules qu'on nous avait promis de manière fracassante ici, les véhicules. Et parfois, l'enseignant est mis même en difficulté avec sa famille. C'est ça. Vous savez aujourd'hui que nous, on porte les malheurs de la famille, on porte les fardeaux de la famille parce que nous avons été exposés pour rien. Parfois, quand on te voit avec un petit véhicule, les gens pensent que c'est le véhicule qui a été donné par l'État. Quand il y a des problèmes en famille, les gens pensent que c'est lui qui a l'argent parce qu'on nous a exposés pour rien. Alors que les clauses contractuelles qui ont été obtenues n'ont jamais été réalisées. Question de la volonté. Bon, nous pensons que le chef de l'État lui-même, qui est très intéressé par la question de l'enseignement, je l'ai vu à l'université de Kinshasa il n'y a pas plus longtemps que mais hier. Il y a eu amélioration. Bon, je vous dis en tant qu'enseignant, je ne sais pas si vous savez qu'il y a eu amélioration, mais moi je vous dis en tant qu'enseignant, je suis professeur d'université, je suis professeur associé, et je vous dis qu'il y a un problème bien sérieux. Quelle est la différence entre être professeur du Congo et être professeur de l'étranger? Non, mais non, nous avons tous les mêmes titres, hein. Nous avons tous les mêmes titres, il n'y a pas une différence, hein. Il n'y a pas une différence, on a les mêmes titres, c'est les titres de doctorat qui fait de nous des enseignants.
Qu'est-ce que l'État doit faire pour améliorer la condition de vie des professeurs? Non, madame, le premier rôle de l'État, le rôle traditionnel de l'État, c'est l'amélioration des conditions socio-économiques de sa population. C'est la mission traditionnelle de l'État. On ne peut pas poser à l'État la question de savoir ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit s'assumer, il doit comprendre l'intérêt général dont on parle. C'est les conditions sociales. L'État doit s'assumer, parce que nous n'avons comme employeur que l'État. Il doit s'assumer et comprendre que nous avons des gens qui forment. Hein? Le pays ne peut pas avancer sans intellectuels. La classe qui devait être privilégiée, c'est la classe enseignante. Parce qu'un enfant qui n'a pas appris à écrire, un enfant qui n'a pas appris à calculer, un enfant qui n'a pas appris à parler, un enfant qui n'a pas appris, vous n'aurez pas besoin de lui dans les institutions pour travailler. Non. Ceux qui entourent les chefs, ce sont des intellectuels. Et ces intellectuels, les chefs les ont choisis parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Mais quelque chose à apporter, c'est nous les enseignants qui avons mis ça dans leur tête. C'est nous qui avions mis ça dans leur tête. Alors, négliger cette classe enseignante, il se pose un problème. C'est pourquoi je parlais à peine de l'inversion de la courbe, l'inversion de la pyramide. Hein? La classe qui devait être privilégiée partout, quand vous allez partout dans le monde, c'est l'éducation nationale, c'est l'armée. Quand vous regardez les budgets des États-Unis et partout, c'est l'éducation nationale, c'est l'armée. C'est vous dire qu'on accorde plus d'importance à la recherche. On accorde l'importance à la recherche. Nous voyons beaucoup des étudiants, beaucoup des enfants finir des études qui n'ont pas de travail. Maintenant, on va seulement étudier, on se retrouve chômeur. Qu'est-ce que l'État doit faire pour améliorer cette situation que nous vivons aujourd'hui avec nos jeunes gens qui ont fini les études maintenant, qui se retrouvent chômeurs à la maison? Une fois de plus, c'est une question qui doit être posée à l'État. Parce que dans un pays des normaux, lorsqu'on forme, on sait qu'on a formé pour telle orientation et après autant d'années, nous allons affecter ces enfants à tel service. Mais à quoi sert de former 6 000, 8 000 juristes par année alors qu'en réalité, l'État ne met pas en place des mécanismes de manière à utiliser ces juristes-là? C'est ainsi que vous les trouverez dans la rue. Vous formez 4 000, 5 000 médecins. Dans l'entretemps, vous n'avez pas créé des structures sanitaires pour recevoir ce médecin. Vous devez les mettre où? Il y a lieu qu'on puisse repenser notre système d'enseignement par rapport aux objectifs de développement que nous nous assignons. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réorienter l'enseignement, l'objectif de l'enseignement, par exemple en disant, bon, nous voyons que la priorité pour le développement maintenant, c'est l'agriculture. Les chefs de l'État parlent de la revanche du sol sur le sous-sol. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je suis spécialiste en question de droit foncier. Ça, c'est bien. Alors, il faut qu'on puisse, dans la politique nationale, orienter, réorienter, revoir, revisiter les objectifs de l'enseignement par rapport à cette nouvelle donne. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au lieu qu'on forme, on forme les médecins, on forme les pharmaciens qui ne sont même pas utilisés, on forme les informaticiens qui ne sont même pas utilisés, on peut les affecter alors à cet objectif essentiel du chef de l'État, à savoir l'exploitation du sol. Alors, en ce moment-là, on dit, allez, orientons autant de nombres dans l'agriculture, l'agronomie par exemple. L'environnement, il y a un problème. Hein, il y a un problème. Et je pense qu'il faut qu'on puisse repenser le système éducatif national. Professeur, la gestion de la République vous intéresse? Mais la politique est une affaire de tout le monde. Comme disait un auteur, même si vous ne voulez pas vous occuper de la politique s'occupera de vous. Quelles sont les vraies motivations pour faire la politique? Ma motivation, c'est, nous parlons du changement des conditions de vie de la population qui nous intéresse. Parce qu'en fait, la chose publique, c'est l'intérêt général. On ne peut pas accéder à la chose publique pour remplir ses poches. Ça, c'est exclu. Les enfants, nos étudiants savent, dès qu'ils entrent en première année de graduat, on leur dit la mission de l'État. La chose publique, c'est l'intérêt général. Alors si quelqu'un a ces ambitions-là, je pense qu'il est motivé par les soucis d'intérêt général. Vous qui voyagez à l'étranger, de retour au pays, lorsque vous regardez la situation de compatriotes, quel est votre sentiment? Beaucoup de peine. Beaucoup de peine.
ça fait mal. Sincèrement, ça fait mal. Vous n'avez même pas besoin simplement d'aller à l'étranger. Aller dans quelques pays limitrophes, vous allez voir. Vous allez voir que nous sommes pratiquement en enfer. Hein? Nous sommes en enfer. Le pays est pratiquement en enfer. Et quand vous voyez les conditions de vie, les gens vivent sans aucune sécurité sociale. C'est vraiment des gens qui vivent comme des animaux. Vous pensez à regarder les indices de développement. Le taux de mortalité, c'est qu'il y a un problème. Et, madame, vous savez qu'il y a des gens dans ce pays qui meurent à cause du palu. Ailleurs, dans d'autres pays, ça n'existe nulle part. Bon, on ne dit pas que ça ne peut pas exister, ça doit exister. Mais quelle est notre capacité à résoudre ce problème? Les gens vous meurent dans l'anonymat comme ça. À cause du palu, je vous dis, 21e siècle, quelqu'un qui meurt à cause du palu. C'est ce que vous appelez la malaria, la fièvre typhoïde. Il n'y a aucun système de sécurité sociale qui est mis en place pour assurer quand même, du point de vue sanitaire, couvrir cette question qui est réelle pour la population. Et ça fait extrêmement mal au cœur, ça fait mal. Vous voyez, moi je venais à peine de vous le dire, moi-même je suis enseignant, je n'ai aucune sécurité sociale. Je suis enseignant. Il y a quelques dizaines, et vous avez suivi pendant la Covid, combien d'enseignants sont décédés. Ce n'est pas parce qu'ils pouvaient décéder en ce moment-là, c'est peut-être par manque de soins. Manque de soins, c'est manque de moyens. On vit comme des rats, ce qui n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre. Est-ce que l'État vous a construit des logements? Mais je ne sais pas si vous êtes ailleurs, vous êtes au Congo. Hein. Moi, je suis enseignant. Je suis dans l'enseignement, ça fait depuis 2008. Je suis dans l'enseignement. Je ne reconnais pas avoir vu le logement de l'État. Il n'y a pas de logements qui sont construits pour l'État et pour les enseignants. Vous avez une appartenance politique. Racontez-nous votre histoire avec votre parti politique. Comment vous êtes parvenu? Donc, je dois d'abord dire que j'appartiens effectivement à un parti socialiste pour l'intégration et la justice, qui est piloté par le professeur émérite Bakandeja, Ampon Grégoire, une fois de plus que je salue en passant, un homme de qualité hors du commun. J'ai évolué dans un grand parti de la place qui est d'ailleurs au pouvoir. Et puis, on a compris qu'on avait du mal à se mettre d'accord sur les textes, le respect des textes. Et puis, du coup, j'ai rencontré les professeurs que j'ai rencontrés lors de mon cursus, mon passage à l'université, qui m'a sollicité si je pouvais l'accompagner dans cette mission-là. C'est ainsi que le Parti socialiste pour l'intégrité et la justice a été créé. Donc j'évolue au sein de ce parti-là. Comment étaient les débuts du parti? Ça a commencé en quelle année? Le parti, bon, il faut dire que le professeur Bakandeja, c'est quelqu'un qui est en politique il y a très longtemps. Déjà, nous, quand on était étudiants, je le vois à l'époque, il était président de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Il faisait partie de la majorité au pouvoir à l'époque. À un certain moment, il a décidé de créer son propre parti, parce que je pense qu'il le méritait exactement, parce qu'il a une expertise. C'est ainsi qu'on a commencé, ça fait quand même un peu quelques années. En passant, notre parti se réclame être de l'union sacrée. Hein. Nous réclamons de l'union sacrée. Parti qui prône la bonne gouvernance et la justice. Voilà. Quelle est la devise du parti? Nous avons principalement la bonne gouvernance, qui est une question essentielle. Hein? La bonne gouvernance, aujourd'hui on en parle, le chef de l'État lui-même, quand il est venu, il en a fait son cheval de bataille, la bonne gouvernance. La lutte contre la corruption, c'est une question essentielle. Donc c'est parmi les questions qui touchent aux fondamentaux de notre parti. Vous avez des ambitions politiques, il y a des gens qui croient en vous. Pourquoi vous n'avez pas postulé à la députation nationale? Je n'ai pas été au pays lorsque ça s'est passé. Je vous informe en passant que je suis conseiller financier d'un gouverneur ici.
Ce qui fait que je suis extrêmement mobile. J'étais en mission. Mon chef, le gouverneur, César Limbaya, que je salue en passant, m'avait envoyé en mission. J'étais en mission. Et pendant que les choses sont restées se passer, c'est à mon absence. Mais je regrette d'avoir manqué cette occasion. Ok, maintenant, apparemment que vous n'avez pas eu la chance de postuler, mais quand même, vous accompagnez, vous accompagnez le gouverneur. En tant que conseiller, est-ce que vous conseillez très bien le gouverneur de bien diriger la province où il dirige? Oui, dans le secteur qui est le mien, je conseille les gouverneurs. Je suis parmi les conseillers principaux du gouverneur. Hein. Nous donnons des conseils. Hein. Le domaine politique a beaucoup de réalités. C'est un domaine très, très, très complexe, un terrain très complexe. Il y a les réalités pratiques, il y a les réalités scientifiques, la théorie et la pratique. Hein. Mais pour les domaines qui est le nôtre, nous faisons notre devoir comme il se doit. Je crois que le gouverneur ne se plaint pas. Vous avez parlé de votre parti. Vous avez combien de candidats exactement? Et le professeur Grégoire, lui aussi, il est candidat à la députation nationale ou bien il a préféré être à l'anonymat? Non. Nous avons aligné les candidats à tous les niveaux. Hein. On a aligné les candidats à tous les niveaux et presque dans beaucoup de circonscriptions. Notre président et l'autorité morale du parti, le professeur émérite Grégoire Bakandeja Wampongo, est effectivement candidat député à la circonscription dans la circonscription électorale de Lukunga. Donc je saisis de cette occasion pour attirer l'attention de ceux qui croient en nous. Je crois que ce n'est pas encore le moment de campagne. Ceux qui croient en nous, mais qui voulaient nous voir se présenter à cette élection, mais pour une raison d'État aussi, nous n'avons pas pu nous présenter. Attention sur le professeur Bakandeja, qui est un monsieur bien et qui a toutes les qualités possibles au regard de son expertise, son expérience dans les domaines politiques. N'ose pas être député, parce qu'il l'a été d'ailleurs, hein, il a été, je crois, plusieurs fois. Il faut absolument qu'on se batte pour qu'il soit élu. Et nous le ferons. Si aujourd'hui on vous donne l'opportunité de diriger ce pays, quel apport vous allez apporter au pays? Quel changement? Je crois que c'est une question essentielle. Hein. Le changement part de notre devise. Je vous ai parlé de la bonne gouvernance, je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Vous savez, aujourd'hui, moi, j'étais peiné de voir que le chef de l'État, à un certain moment, pendant les Jeux de la francophonie, il faisait lui-même l'inspection des chantiers. C'est qu'il se pose un problème. Il se pose un problème. Les gens qui l'entourent, il n'a pas confiance. Le chef de l'État ne peut pas descendre aller inspecter les chantiers. C'est qu'il y a un problème, c'est la corruption. Le chef n'est pas sûr de ce qui l'entoure. Même s'il est sûr, il doit être rassuré que les projets pour lesquels j'ai été élu doivent être réalisés. Donc la lutte contre la corruption, qui est d'ailleurs notre devise, est un élément essentiel pour décoller ce pays. Vous savez, madame, le problème dans ce pays, c'est quand on parle du budget et tout ça, le problème n'est pas un problème d'argent, de recettes. Ce n'est pas un problème de recettes. Rappelez-vous, je crois que vous étiez avec moi au pays, lorsque le professeur Luzolo, Emmanuel, a fait une étude où on a trouvé qu'il y avait suffisamment de recettes qui échappaient aux caisses de l'État à cause de la corruption. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui on ferme toutes ces vannes-là, on ferme tous ces robinets qui sortent de l'eau informellement, je crois que l'eau qui va jaillir du robinet sera en quantité très importante. Donc, c'est question simplement de lutter contre, mettre des mécanismes sérieux. Il y a lieu de créer des juridictions secondaires, des juridictions financières, le parquet financier, les parquets financiers. Donc, il est possible qu'à travers la lutte contre la corruption, on augmente les recettes de l'État, on améliore les conditions de vie de nos compatriotes. C'est justement ça, je parlais de la bonne gouvernance qui est le corollaire de la lutte contre la corruption. Donc, quand on lutte contre la corruption, on tombe dans la bonne gouvernance. Vous avez parlé de la corruption, on parle maintenant là, on voit
On a plus de 30 000 députés, 30 000 candidats qui veulent postuler être à la députation. On n'a que 500 postes. Comment serait cette bataille? Non, mais moi, Parce que beaucoup de gens pensent aussi à la corruption. Ils pensent que non, on serait nommé, on ne va pas voter. Il y a d'autres gens, on connaît déjà que les gens qui seraient nommés. Non, mais moi, j'ai une autre lecture. Hein. Moi, j'ai une autre lecture. J'en reviens, j'ai une autre lecture. C'est en fait pourquoi ces gens vont massivement pour être élus députés. 21 000 $. 21 000 $. En fait, c'est des gens qui n'ont pas du travail en réalité. Dans les pays où tout le monde est à l'aise, où la richesse ou les richesses nationales sont réparties, c'est ça la notion de la justice distributive. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à créer une forme de justice sur le point de gestion des richesses nationales, que chacun se retrouve. Les étudiants auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure, qui sont en chômage, ils ont du travail. Chacun se débrouille, chacun se retrouve. Et je crois que les gens ne pourront pas tellement ambitionner être en politique. Et quand les gens vont en politique, c'est parce qu'ils voient la manière dont les autres s'enrichissent en un rien du temps. C'est ça. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui entre, qui est député à peine 2-3 ans, il construit des immeubles de manière extraordinaire. Il y a même un problème d'éthique. Il y a un problème d'éthique politique. Vous vous êtes enrichi comment? Quel est votre salaire? Mais allons-y, revenons-en au salaire, parce que vous avez parlé de ça. 21 000 $. Et moi, l'enseignant, je combien? C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, on n'a pas réussi. Ça, je crois que les chefs de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur ça. Il faut qu'on parvienne à créer une classe moyenne, madame. On ne peut pas concevoir qu'il existe dans ce pays ici un pays qui existe sans classe moyenne. Soit vous êtes riche, soit vous êtes alors pauvre au vrai sens. Je ne parlerai même pas de la pauvreté, mais je parlerai même de la misère. Donc soit vous êtes riche, soit vous êtes misérable. Voyez, alors, pour être riche, alors, on dit non, il faut être élu. Alors les misérables attendent ceux qui sont là, lorsque les sifflets sonnent, ils viennent aussi pour prétendre être élus, de manière à s'enrichir. Voyez, exemple, deuxième exemple. Lorsque quelqu'un est nommé mandataire, qu'est-ce qui se passe chez lui? Les gens vont fêter. Les gens vont fêter. C'est-à-dire quoi? C'est une occasion pour nous pour qu'on s'enrichisse aussi. Voyez, ce sont des questions bien réelles qu'il faut absolument régler. Il faut que les chefs de l'État, comme ils s'y attellent, ils travaillent, qu'on parvienne à mettre en place, travailler de manière à créer une classe moyenne. C'est-à-dire des enseignants, des fonctionnaires, qui ne peuvent pas, parce qu'en fait, un fonctionnaire ne peut pas être riche. Hein. Je suivais Gbagbo quand il disait que si vous voulez être riche, il faut faire les affaires. Le président de la République ne peut pas être riche, le professeur d'université ne peut pas être. Il a raison. Mais il faut quand même que ceux qui le touchent, comme lui-même Gbagbo disait, que ceux qui le touchent parviennent, n'est-ce pas, à couvrir ce besoin de la vie quotidienne. Mais si ce que vous touchez ne parvient même pas à réunir une semaine, un mois, vous voyez, ce sont des questions qui doivent être réglées. Nous nous retrouvons aujourd'hui, il n'y a pas de relève. Nous voyons des députés qu'on a connus depuis à l'époque du président Mobutu, jusqu'à présent, qui ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce que l'État doit faire pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont étudié, qui veulent aussi exercer, travailler pour la République, mais qui n'ont pas l'opportunité? Mais madame, ces députés sont là depuis la période de Mobutu. Et le pays est où? Il n'a pas changé. Le pays n'a pas changé. Par contre, le pays s'est dégradé de plus en plus. Les chefs de l'État disaient que le pays est déjà mort et qu'il est venu plutôt pour les ressusciter. Les gens spéculaient, ont fait des réflexions, mais c'est vrai. Il y a même quelqu'un, un ancien gouverneur, je préfère taire les noms parce que je n'ai pas besoin de faire de publicité pour lui, il n'est pas un modèle, qui a dit Kinshasa Mboka Oyesi Koufa, Mboka Kinshasa Koufa. Un gouverneur, hein, il dit ça. C'est une réalité. Mais c'est payé mort à cause de qui? C'est la même classe politique qui est toujours là. Vous avez déjà vu quelqu'un qui refuse d'aller à la retraite? C'est ça.
Il pleure, moi je vous donne, je ne vais pas parler, citer le nom de quelqu'un. Ici au tribunal, je suis avocat, au tribunal de grande instance de Kalamou. Un greffier qui est mort pour avoir simplement appris qu'il est mis à la retraite. Voyez, c'est parce que les gens se disent, mais je vais sortir pour aller vivre comment? C'est aussi une autre condition. Mais non, il n'y a pas l'âge qu'on a mis pour... On peut savoir qu'à cet âge, tu n'as plus droit à exercer. Non, mais c'est connu. Mais en politique, la politique, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est mandat. Hein. Ces mandats, on peut... Sauf les mandats qui sont limitatifs, hein, notamment les mandats du chef de l'État, le président de la République. Pour les restes, ce sont des mandats politiques qu'on peut se présenter autant de fois que l'on veut. Mais sur le plan professionnel, c'est-à-dire sur le plan du travail, le code du travail a mis en place un certain nombre de règles. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 60 ans, vous ne pouvez pas avoir plus de 30 ans de carrière. Et même alors, ceux qui atteignent cette fourchette-là, quand vous voulez le mettre à la retraite, vous les envoyez en affaires. Hein? Hein? Vous les envoyez au cimetière. Ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts à accepter la retraite. Et même alors, une autre paire de manches. Vous allez les envoyer à la retraite avec quel argent? Bon, mais si tu as travaillé pendant des années, tu es censé quand même garder, investir quelque part pour vivre. Mais tu veux dire que tu as travaillé pendant des années, tu as travaillé, tu n'as jamais gardé quelque chose. Madame, excusez-moi de vous prendre la parole. Hein. Vous parlez d'investir. Qu'est-ce qu'on appelle investissement? Pour investir, il faut épargner. Et quand est-ce qu'on épargne? Vous êtes intellectuel, quand est-ce qu'on épargne? Et qu'est-ce que c'est l'épargne? C'est la partie non consommée, c'est-à-dire on a résolu les fondamentaux de la vie. Et la partie qui ne peut pas être consommée pour avoir déjà atteint, résolu les fondamentaux, peut être gardée, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Mais qui est ce salaire? Moi-même, je suis professeur, je suis professeur d'université. Et les salaires que vous avez vont vous permettre d'épargner. C'est ça. Alors si vous n'avez pas épargné, comment vous allez investir? C'est la question. Comment vous allez investir? J'ai appris, hein, il faut féliciter les gouvernements en passant. Depuis la période de Mobutu, j'ai appris qu'on a mis des fonctionnaires, un certain nombre de fonctionnaires à la retraite. Mais la question n'est pas celle-là. C'est vrai, ça mérite des félicitations, parce que ce sont des efforts, il faut le reconnaître. Hein. Mais la question de savoir, ils sont partis avec quel montant? Vous allez donner à quelqu'un 5 000 $, il va en faire quoi? 6 000 $, il va en faire quoi? Il va acheter pour construire, parce que nous savons maintenant que l'investissement chez nous, c'est l'immobilier. Vous allez acheter une parcelle de 5 000 $, de 8 000 $. En passant. En passant, hein? Ça c'est bien. Professeur, nous avons un problème de réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il ne pleut pas? On est dans la saison sèche, il fait tellement chaud. Et même des gens commencent à avoir la tension à cause de la chaleur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui a fait que tout ça, on arrive jusqu'à présent, il ne pleut pas? Madame, merci beaucoup. C'est une question très, très, très essentielle, très fondamentale, parce que c'est une question qui touche au domaine qui est le nôtre. Vous savez, Dieu a réglé les choses, hein, telles que il y a ce qu'on appelle en droit de l'environnement la notion de l'équilibre biologique. Vous savez, moi, je dégage ce qu'on appelle le carbone. Le carbone, lorsque je le relâche en contact avec l'atmosphère, en contact avec à l'extérieur, il forme ce qu'on appelle le dioxyde de carbone. Mais le dioxyde de carbone, c'est parmi ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est-à-dire des gaz nocifs. Mais voilà comment Dieu organise les choses. Il dit, mais oui, vous dégagez un gaz nocif, mais je mets en place quand même des mécanismes de métabolisme qui peuvent, dont ces gaz-là peuvent servir à quelque chose. Et ce sont des arbres, ce sont des plantes. Et ce que nous dégageons est absorbé par les plantes, les arbres. Et en retour, les plantes dégagent, donnent ce qu'on appelle l'oxygène que nous avons besoin. C'est un cycle, c'est un cycle. Maintenant, les plantes jouent un rôle sur le plan environnemental, sur le plan écologique. C'est le rôle de l'équilibre climatique. Lorsque nous nous livrons à l'exploitation systématique des arbres, et du coup, ça a un impact sur les climats.
vous plaignez effectivement, c'est un problème bien réel. Nous, quand on grandissait, nous savons qu'il y avait des saisons. Hein? La saison sèche, la saison de pluie. La saison sèche commence à partir du mois de mai, le 15 mai, et puis jusqu'au 15 août, au 15 septembre. Et c'est automatique. Aujourd'hui, nous sommes là depuis mai, il ne pleut pas. Et il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. Très chaud. Alors, les gens doivent prendre conscience. J'ai parlé tout à l'heure de l'agression dont est victime la nature. L'agression de l'homme. L'homme s'est fait bourreau de sa propre nature. Mais en même temps, ça soulève un problème de responsabilité. Parce qu'il n'y a pas que nous, les États sous-développés, qui sommes à la base. Et d'ailleurs, notre degré de participation, de contribution à ces émissions est moindre. Je crois que les études ont démontré que nous sommes, je crois, à 5%. Et les restes sont des pays développés à travers leurs industries. Et du coup, il y a un problème de responsabilité. Nous, les États développés, ce qu'on pouvait réclamer, c'est le financement de la part des États sous-développés. Parce qu'en fait, nous sommes aussi victimes. Nous sommes victimes à travers la sécheresse. Or, nous vivons des activités, tout ça. Et nous sommes victimes de ces activités industrielles. Alors, il est important que les États développés pensent mettre en place des mécanismes financiers sans condition. Sans condition pour financer les États en développement. De manière à les motiver à ne pas se mettre à détruire leurs forêts, leurs arbres. Il est important. Aujourd'hui, j'ai aimé, une fois de plus, son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il parle de ce qu'on appelle le marché carbone. C'est un marché essentiel. Il dit qu'il faut qu'on parvienne à remonter. Il faut qu'on parvienne à remonter le carbone à 100 $. Aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas à 10 $. Ça, c'était un de deux. Les mécanismes, les fonds verts et tous les mécanismes climatiques qui sont mis en place, pour les obtenir pour les États, il faut des conditions. On va vous dire, non, il faut reboiser, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Alors, comment voulez-vous demander à ces gens-là qui font des sacrifices pour préserver la nature? Parce que ce que vous faites là a des impacts. Et c'est nous qui avons les arbres, c'est nous qui avons des forêts, qui contenons les conséquences écologiques de ce que vous faites. Alors, parce que nous devons protéger ces forêts au nom de l'humanité, c'est-à-dire au nom de celui qui est en France, celui qui est aux États-Unis, qui est en Allemagne, et ainsi de suite. Et en retour, qu'est-ce que vous nous donnez en sacrifice? C'est tout ça le problème. Les miettes. Même pas les miettes. Moi, je suis dans ce domaine-là. Il n'y a pas de financement gratuit. Tout c'est moyennant de conditions. Aujourd'hui, on vous dit que pour obtenir, par exemple, le financement, il faut reboiser. Mais pour reboiser, c'est-à-dire faire, en des termes un peu terre à terre, construire des champs, des arbres. Mais ces villageois-là, pour le faire, il faut des moyens. Il faut des moyens. En même temps, il y a un problème. Vous privez ces gens-là qui ne dépendent que des forêts. Ils vont vivre de quoi? Parce que vous n'avez pas pensé mettre en place des mécanismes alternatifs pour assurer leur survie. C'est pourquoi je dis que aussi longtemps qu'on n'a pas résolu le problème de pauvreté, on ne résolvera jamais les problèmes climatiques. Ok. Parce que l'homme agresse sa nature avec raison pour vivre. Même si vous lui dites aujourd'hui d'arrêter, ne pas exploiter les arbres, il n'arrêtera pas parce qu'il va vous poser, mais vous voulez que moi je fasse quoi? Je veux vivre comment? Je n'ai pas de travail, j'ai que ça à faire. Voilà. Donc il faut que le blanc, qu'ensemble nous pensons. En même temps, il est essentiel aussi d'instruire les gens, ce qu'on appelle l'éducation environnementale. L'homme doit savoir qu'il ne doit pas être l'ennemi de sa nature. D'autant plus que la nature elle-même n'est pas aussi non plus ennemie de l'homme. Et tous doivent vivre en harmonie. Parce que les conséquences, nous en pâtissons. Hein. On l'a vu aujourd'hui. Hein. Depuis le mois de mars, hein. Moi j'étais en déplacement, j'étais en voyage, je suis revenu au mois de juillet. Au mois de juillet, depuis juillet, août que je suis revenu, il n'y a toujours pas de pluie. Vous voyez, c'est un problème bien réel. C'est vraiment un problème bien réel. Parlons maintenant des élections. Quelles sont vos attentes? Mes attentes, c'est que je souhaite vivement que les pays changent, que les élections à venir nous apportent paix, tranquillité, qu'ils puissent résoudre les problèmes de... Je ne vais pas parler de la crise de légitimité parce qu'il n'y en a pas, et les problèmes effectivement de développement. En passant, il faut... je souhaite vivement que notre candidat, le président de la République, le président Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit élu, parce que je crois vraiment que
il a une vision pour ce pays. C'est vrai qu'il y a un problème, ces actions ne sont pas trop vulgarisées. Visible. Non, c'est visible, mais ce n'est pas trop vulgarisé. Il y a un problème de communication. Oui. Mais il faut reconnaître quand même que, moi je ne parle même pas de 5 ans, c'est 4 ans qu'il a fait. Hein. Même 3 ans, parce que la première année c'était la Covid, hein, une année et demie. Après, c'est l'année de leur divorce avec Kabila. Et puis les 3 ans ici, il faut reconnaître, c'est plus que 18 ans que Kabila a fait. Hein. Oui, c'est ça. Plus que 18 ans que Kabila a fait. Il a de la volonté, je crois que le pays était dans un coma, était dans un mal profond. Il le ramène petit à petit. Nous espérons que son deuxième mandat, il apportera encore davantage dans ce qu'il fait. Quelle chance donnez-vous à la RDC demain et surtout au prochain régime? Je vous dis que je ne suis pas défaitiste. Hein. Je ne suis pas du tout défaitiste. Moi, je suis quelqu'un qui croit et je suis convaincu que je dois donner la chance énormément à mon pays de se développer. Le pays ira de l'avant et les régimes qui vont venir, c'est le même régime. Je les souhaite vivement que les choses avanceront. Déjà, je lisais ce matin un tweet, quelqu'un qui dit, mais on a posé, on a construit, il faut que celui qui va venir puisse continuer dans cet élan. C'est comme ça. Donc je pense que je donne plus de chance. Et je crois fermement que si le président actuel continuait, ferait ces 5 ans à venir, les choses vont sérieusement changer. Et je souhaite, il faut avoir une pensée positive pour son pays, vous voyez. Nous n'avons pas un autre État que celui-ci. Donc il faut toujours avoir une pensée positive, même lorsque les gens croient que ça ne passera pas. Il faut toujours rester positif ou positive et ne pas céder au défaitisme. Votre mot de la fin pour aujourd'hui? Je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à cette émission. Je vous crois que remercie c'est la première aussi. fois que je passe ici, un très beau cadre, des personnels motivés. Et je souhaite vivement que les élections qui vont venir dans notre pays, parce que c'est ça qui fait l'actualité ou qui font l'actualité, que ces élections soient un moment de paix, un moment d'unité et non de division. Et par ailleurs, je souhaite vivement que le président de la République, qui est notre candidat au Parti socialiste pour l'intégrité et la justice, qui est un parti de l'Union sacrée, que ce président soit réélu pour le permettre de continuer son projet de société qu'il a pour ce pays. Merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine et je veux remercier mon équipe technique pour l'accompagnement de ce magazine. C'était avec succès et retrouvez-nous prochainement à la même heure. Au revoir.